merci de nous rejoindre à cette rencontre Liège Créative qu'on vous propose en ligne. Quelques mots pour vous présenter Liège Créative pour ceux qui nous rejoindraient ou qui se connectent pour la première fois. Liège Créative, c'est un forum de l'Université de Liège qui a été lancé maintenant il y a 10 ans pour être un espace de rencontre entre les acteurs de la recherche et du monde de l'entreprise. C'est un forum qui soutient l'innovation, une initiative de l'interface entreprise. Et donc, notre volonté, c'est que cet espace de rencontre vous permette de mener peut-être de nouveaux projets collaboratifs, de faire émerger des nouvelles idées, des nouvelles envies de collaborer. Et pour ce faire, mieux se connaître, c'est un préalable. Et donc, c'est vraiment ce qui nous motive à Liège Créative. Et aujourd'hui, en particulier, on voulait aussi mieux vous faire connaître un service en particulier. C'est le service et les potentialités qu'offre le secteur exploitation des données du CHU de Liège. Alors, notre volonté, c'était de mieux le faire connaître, mais aussi de mener vraiment une réflexion sur la valeur des données médicales. On sait que le volume des données enregistrées et générées par un hôpital, a fortiori en plus académique, est énorme. Donc, il y a une question d'obtenir ces données, de les gérer, de les stocker et de les utiliser au mieux. C'est sur ces différents aspects qu'on voulait mener aujourd'hui une réflexion, puisque ces données représentent vraiment une grande richesse. On va s'interroger sur la valeur de ces données médicales. Mais les exploiter nécessite aussi qu'il y ait un cadre, vous le savez, un cadre juridique, un cadre éthique. Il y a vraiment un rigoureux et un savant équilibre à faire entre la volonté de protéger, mais aussi que ces données puissent servir à des innovations et donc à faire progresser la recherche dans le domaine de la santé. C'est des axes que nous allons développer et ces réflexions viennent continuer et prolonger d'autres réflexions que nous avons déjà menées. Peut-être que vous y aviez pris part. En décembre dernier, notamment, nous étions déjà penchés sur la digitalisation des soins de santé. Et je tenais à remercier le professeur Cole qui est avec nous à nouveau ce matin, avec qui nous avions déjà mené le premier rendez-vous que j'évoquais tout à l'heure de décembre dernier. Et ensemble, nous avons eu la volonté de mener un pas plus loin les réflexions aujourd'hui, donc en se focalisant vraiment sur la valeur des données médicales. Le professeur Philippe Cole est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Liège. Il est également le directeur du département de gestion du système d'information du CHU. Il va introduire à nouveau cette conférence-ci en posant un peu un regard et en nous livrant un état des lieux de ce processus d'informatisation au CHU, qui est un gigantesque chantier qui est toujours en cours, évidemment, avec des aspects multiples et variés. Il va nous dire où on en est et introduire plus spécifiquement les interventions aussi des deux autres intervenantes qui vont se succéder après lui, que je remercie également d'être là, Jessica Jacques, qui est responsable exploitation des données, et Guylaine Dumont, qui est la déléguée à la protection des données au CHU. Merci beaucoup, Delphine, pour l'organisation de cette séance et pour l'introduction chaleureuse de moi-même et de Jessica et de Guylaine. Et donc, je vais brièvement introduire le sujet qui est évidemment extrêmement important, particulièrement dans le contexte évidemment que nous connaissons dans le cadre des soins de santé, de la mise en place des réseaux hospitaliers également, de la valeur, de la richesse des données médicales. Donc, brièvement, nous sommes un hôpital universitaire, public, pluraliste. C'est en fait le seul hôpital académique de Wallonie, puisque les 6 autres hôpitaux académiques belges sont en Flandre ou à Bruxelles. Nous comptons déployer sur 8 sites, dont 4 sites d'hospitalisation, Fréthur, le Sartillement, les Bruyères et Ourtemblève, donc à Esneux, un total de 1038 lits et d'un peu plus de 6000 employés, médecins, infirmiers, secrétaires, logopèdes, kinés, personnel patho, etc. Et nous avons 4 missions, bien entendu, les soins, dispenser à tous les patients les soins de la plus haute qualité, mais aussi prendre en charge des pathologies complexes spécifiques aux nouvelles, ce qu'on appelle parfois des centres de référence tertiaires. Alors évidemment, comment cela va évoluer dans le cadre de la mise en place des réseaux hospitaliers. Troisième axe extrêmement important, la recherche clinique, mais aussi la recherche translationnelle, la mise au point et l'évaluation de nouvelles techniques médicales,
et l'enseignement, bien entendu. Nous accueillons des étudiants en médecine en stage, des étudiants infirmiers également, des étudiants en logopédie, en psychologie, en diététique, etc. Et puis le troisième cycle pour les doctorats, par exemple en lien avec la recherche au GIGA ou dans d'autres facultés. Mais c'est aussi le CHU de Liège, le centre intégré d'oncologie, dont l'étage, je dirais, technique de type médecine nucléaire, radiothérapie, etc., a ouvert depuis début février. Ça représente 120 millions d'investissements d'euros, 80 millions en bâtiments, au sens large du terme, y compris HVAC, etc., et 40 millions d'euros d'équipements de pointe, 23 000 mètres carrés consacrés à l'oncologie, des soins ambulatoires et un total de près de 200 experts. C'est aussi le Clinical Trial Center, qui est un centre de recherche clinique spécialisé dans la réalisation d'essais cliniques de phase 1 et 2A, donc early phase, comme on dit, donc pas de phase 3, ce qui est beaucoup plus complexe en termes d'infrastructure, de logistique et de besoins en ressources humaines. Le CTC, donc le Clinical Trial Center, compte 30 lits d'hospitalisation équipés, des équipes très motivées, une base de données de plus de 1500 volontaires. C'était aussi le CHU, le laboratoire de thérapie cellulaire et génique, qui est le premier laboratoire francophone belge à recevoir l'autorisation de fabrication de l'Agence fédérale du médicament et des produits de santé. Il collecte, il traite, il réalise des essais, un stockage, une livraison de divers types de cellules. 3 banques de tissus approuvées par la FMPS pour les cellules souches hématopoïétiques, non hématopoïétiques et le sang de cordon ombilical. Localisation de salles blanches, fabrication sous contrat de produits cellulaires, consultation, essais cliniques de phase 1 et 2 également, et donc vraiment un lien étroit entre la clinique et la recherche. Et enfin, la biotech hospitalo-universitaire, qui est un partenariat entre le CHU et l'ULiège, et en particulier le GIGA, prélèvement et entreposage d'échantillons de matériel corporel humain qui comprend des cellules, des tissus, des liquides biologiques et des produits dérivés associés, qui met en œuvre des conditions éthiques, techniques et logistiques appropriées et qui est membre du réseau Biotech Wallonie-Bruxelles. Donc on sent bien, comme Delphine l'a dit, que le CHU, c'est un hôpital académique, donc des soins de haute qualité, mais une volonté également de lien avec l'université en termes de recherche, d'enseignement et finalement aussi de citoyenneté. Alors, tout cela, évidemment, est géré ou génère, c'est dans les deux sens, des données, et nous avons commencé à informatiser l'hôpital de manière très significative il y a près de 20 ans. Le processus a commencé en 2003. Et comme Delphine l'a dit, il se poursuit. Nous allons y revenir brièvement dans les diapositives ultérieures. L'informatique est assez hospitalo-centrée, c'est un des défis de ces prochaines années, de la décennie actuelle, ce sera d'évoluer d'une informatique hospitalo-centrée vers une informatique plutôt centrée sur le patient. Parce que le patient hospitalisé, il a souvent une histoire avant de venir à l'hôpital, des antécédents, et il a un suivi, et par exemple dans des maladies chroniques. Quoi qu'il en soit, notre informatique hospitalière est permet des liens étroits entre une centralisation de toutes les données, un accès aux données dans tous les points de contact patients, mais aussi les endroits où les données doivent être traitées sur le plan administratif. Donc, les chambres d'hospitalisation, les cabinets de consultation, les salles d'opération, les laboratoires, les locaux médico-techniques et l'administration, comme je l'ai dit également. Nous avons déployé la plupart des fonctionnalités du dossier patient informatisé depuis 2003-2004, donc sur une période qui est de l'ordre de 18 ans à peu près maintenant. Vous voyez l'ensemble des fonctionnalités qui sont représentées à l'écran. Nous avons un dossier médical, nous sommes paperless, une majorité d'appareils producteurs de tracés d'images sont intégrés. Nous avons une prescription, un plan d'administration du médicament qui est déployé à 95%, un dossier infirmier, une prescription de biologie clinique et d'examen complémentaire déployée totalement
en hospitalisation et de manière déjà très large en ambulatoire, un dossier paramédical, une gestion du bloc opératoire, une gestion des lits en temps réel et en partie prévisionnelle, une gestion des rendez-vous patients, etc. La majorité des processus et des soins sont informatisés. Nous utilisons le logiciel OmniPro, sauf pour la gestion des rendez-vous, nous utilisons Ultragenda Pro, et pour la gestion des repas qui est en cours de déploiement actuellement. Alors, il existe différentes échelles pour mesurer le processus d'informatisation d'un hôpital. Nous avons travaillé avec IMSS, qui est une société américaine, mais également bien implantée en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Donc, IMSS est un acronyme pour Healthcare Information Medical System Society. Elle organise des congrès, cette société, mais elle a également développé, et c'est un point très intéressant, un certain nombre de systèmes pour évaluer la maturité de systèmes informatiques, qu'ils soient extra-hospitaliers ou intra-hospitaliers, et l'échelle MRAM évalue le degré de maturité à l'intérieur de l'hôpital. Donc, il ne tient pas compte de l'environnement et, par exemple, de l'interopérabilité. Ça, c'est une autre échelle. Donc, l'échelle MRAM pour Electronic Medical Record Adoption Model est composée de 8 stades, de 0 à 7, 8 si on inclut le 0, et le niveau 6, le niveau 7 correspondent à des degrés d'informatisation importants. Nous avons obtenu en 2016 le niveau 6. Nous étions à ce moment-là le premier hôpital belge, ou le deuxième hôpital belge plus exactement, le premier hôpital francophone à atteindre ce niveau. Nous devons rentrer dans un processus quelque part de recertification. Bon, on comprend que la période Covid a ralenti ou a postposé ce process. Donc, un niveau 6 implique un dossier patient complet, un entrepôt de données, une continuité de soins entre les urgences, l'hospitalisation et l'ambulatoire. Pour atteindre le niveau 7, il faut un entrepôt de données qui soit davantage exploité. Bon, il y a une petite erreur sur la diapositive et je m'en excuse, puisque ce sont les mêmes éléments au niveau 6 et au niveau 7 ici. En fait, pour le niveau 7, l'entrepôt de données doit être exploité, ce que nous faisons largement, de manière continue, avec une amélioration de la qualité des soins, donc avoir des protocoles qui sont enrichis par l'exploitation des données, mais surtout, et c'est le plus complexe à mettre en place pour des raisons logistiques, c'est un circuit du médicament complet avec un système de code barre où non seulement le médecin prescrit dans le logiciel, l'infirmière administre dans le logiciel, administre au patient et c'est indiqué dans le logiciel, mais en outre, le système de cross-matching permet de vérifier l'identité correcte du patient, du bon médicament qui est administré au bon moment, à la bonne posologie, par la bonne voie, etc. Et donc ça, c'est un processus complexe, notamment en raison du besoin que tous les médicaments soient code barrés, y compris des médicaments qui sont générés ou qui sont préparés, si vous voulez, en dehors de nos robots. On peut en revenir éventuellement dans la discussion ou pourquoi pas dans une autre conférence, le sujet le mériterait. Alors, le département que j'ai le plaisir de diriger, donc le département de gestion du système d'information, comporte à peu près 145 personnes. Il est divisé en un sous-département, si je puis dire, de gestion des systèmes informatiques, qui est dirigé par Michel Raz, et un département de gestion des informations médico-économiques que je dirige. Et au sein de ce service des informations médico-économiques, il y a différents secteurs, dont le secteur d'exploitation des données, qui est dirigé par Jessica Jacques, qui sera la prochaine intervenante. Alors, les missions de ce service des informations médico-économiques, qui comporte, lui, donc au sein du département 86 agents, c'est de mettre à disposition les données cliniques des patients, de coder les informations médicales et de s'assurer de la cohérence du signalétique patient, d'analyser l'activité de l'institution
et ses différentes composantes médico-économiques et d'apporter un support méthodologique à la recherche clinique, y compris dans les effets biostatistiques. Au sein du service des informations médico-économiques, les missions du secteur dirigé par Jessica, c'est de coordonner la soumission du RHM qui va conditionner une bonne partie du financement de l'hôpital au travers des lits justifiés, de coordonner les différentes enquêtes extérieures, de suivre les conventions INAMI et de recueillir et de vulgariser les publications scientifiques. Donc, j'ai le plaisir d'introduire la première conférencière qui est Jessica Jacques, qui est porteur d'un doctorat en santé publique et qui est donc responsable du secteur exploitation des données au sein du service des informations médico-économiques. Merci pour votre attention. J'espère que nous aurons l'occasion d'échanger dans le cadre des questions-réponses à l'issue des exposés. Merci Philippe. Alors, donc effectivement, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est de savoir comment on peut donner de la valeur aux données médicales. Donc, Philippe vous a présenté le déploiement et l'aboutissement de notre dossier patient informatisé au CHU de Liège. Et donc, c'est vrai que quand le projet est mis en place, les bénéfices qui étaient attendus étaient nombreux. Donc, c'était de pouvoir évidemment rendre l'information accessible au plus grand nombre de prestataires autour du patient pour permettre la diminution du risque et d'erreurs liés notamment aux médicaments, mais aussi à ce manque de communication. De facto, d'améliorer la qualité des soins et pourquoi pas même maîtriser les coûts hospitaliers. Et donc, 15 ans plus tard, on se rend compte que ça fonctionne bien. Et même parfois, on pourrait se demander est-ce que ça ne fonctionne pas peut-être trop bien dans la mesure où l'information qui est recueillie autour de ce dossier patient, elle est gigantesque. Et donc, j'ai relevé un peu de littérature sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on constate ? Un patient, par exemple, aux soins intensifs, va générer tous les jours presque 1500 items différents, ce qui est quand même évidemment une masse considérable quand on pense qu'on a ici à l'hôpital 49 lits de soins intensifs qui sont occupés à 90% et donc ça génère de l'information, de l'information, de l'information. IBM avait estimé quant à lui que les données médicales, elles doublaient tous les 73 jours. Et ça, c'était en 2016, donc il y a plus de 6 ans. Et donc, on ne peut que imaginer l'image de Twitter, de Facebook ou des données météorologiques, qu'on recueille des données. Et puis après, on va se retrouver avec une masse importante. Et donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve dans l'ensemble de cette information ? On entend beaucoup parler dans le monde pharmaceutique des real world data parce qu'effectivement, eux estiment que ça devient effectivement une source d'information et une opportunité unique pour eux de pouvoir connaître les enjeux médicaux et plus particulièrement sortir un peu des CRF et des données qu'on va récolter dans un cadre bien défini pour finalement utiliser toutes les données récoltées au sein du dossier patient informatisé et donc avoir une vue finalement beaucoup plus large. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on commence à exploiter les données du dossier patient, on se rend compte qu'on est confronté à des difficultés qui sont nombreuses. D'abord parce que, vous l'avez vu, le dossier patient, il a beaucoup de composantes différentes, le dossier médical, le dossier infirmier pour ne parler que d'eux. Et donc, on va pouvoir retrouver une information qui est forcément redondante au sein du dossier. Pour ne prendre par exemple que la taille du patient, la taille du patient, on peut la retrouver tout au long du dossier, au cours de 10 années, par exemple, d'histoire clinique, mais aussi bien la taille relevée par le médecin que par l'infirmier et autres. Et sur une donnée qui, normalement, devrait être immuable, on va retrouver parfois des différences significatives pour un même patient qui pourrait mesurer d'1,70 m à 1,78 m assez sans surprise. On a aussi toute la réalité de la prise en charge, c'est-à-dire que pour le moment, on exploite les données de chimiothérapie et donc
typiquement, donc on est sur un projet avec les firmes pharmaceutiques où on nous dit, bon, a priori, les protocoles d'administration et de séquence finalement des produits qu'on va administrer dans le cadre d'une prise en charge de chimiothérapie sont relativement bien cadrés, bien définis à la source. Et puis quand on se retrouve à travailler sur les données réellement administrées autour de la chimiothérapie, bah, on se rend compte qu'en fait, les schémas théoriques ou prépensés finalement diffèrent complètement dans la réalité. Et donc, quand on va nous demander des données qui semblent fort simples quand on les souhaite ou quand on y réfléchit, bah, dans la pratique, en fait, on galère un peu plus pour les sortir. Pareil pour la variabilité d'une même donnée. Donc, si je reprends par exemple les données de biologie, eh bien, selon l'automate, selon le test, selon la période et l'histoire finalement d'un test de biologie, eh bien, on va se rendre compte que l'unité change au cours du temps. Et donc, bah, il va falloir aussi donner de la cohérence à ces valeurs-là pour qu'elles puissent, in fine, être utilisées de manière cohérente et surtout correcte. La notion de temporalité, évidemment, n'est pas facile à cerner. Et donc, pour l'apparition, par exemple, de certains facteurs de risque tels que le diabète, ben, comment est-ce qu'on historise finalement l'apparition d'une maladie chronique, mais aussi pour certaines pathologies comme par exemple le cancer ou le Covid. C'est pas parce que vous avez présenté une fois l'épisode dans votre vie que vous êtes forcément catégorisé toute votre vie avec un cancer actif, un Covid actif. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à bien cerner chaque pathologie ou chaque facteur dans le dossier? Et puis, en fait, j'aurais même peut-être dû commencer par cette caractéristique, c'est le fait que bah, le dossier patient, son objectif premier, c'est de traiter le patient, c'est de le prendre en charge et de pouvoir le garantir son trajet de soins de manière la plus qualitative possible. Et donc, la manière dont on va devoir notifier une donnée dans le dossier ne correspond pas toujours avec la finalité de la recherche. Et donc, parfois, vouloir trop cadrer finalement les données qu'on va recueillir pour des phénomènes aigus comme bah, la prise en charge de l'AVC va pas toujours être en cohérence avec l'utilisation de la donnée pour la recherche. Donc tous ces défis, ils sont importants et on va essayer bah, de les soulever et donc d'avancer dans deux objectifs principaux. Pour moi, l'exploitation des données, elle va répondre à deux perspectives. La première, bah, c'est évidemment un formidable outil d'aide à la décision, de la gestion de notre institution, de priorisation de notre stratégie médicale, de l'évaluation de la qualité des soins et donc, in fine, vraiment permettre à notre hôpital d'être le meilleur finalement dans son domaine. Et puis, évidemment, le deuxième objectif, c'est celui de la recherche. Nous sommes un hôpital universitaire et notre dossier patient informatisé est largement utilisé dans le cadre de la recherche, vous allez le voir, aussi bien pour des études rétrospectives que l'identification de patients intégrés dans des études, par exemple. Mais alors, évidemment, avec le dossier large que nous connaissons, eh bien, nous avons maintenant aussi des perspectives de machine learning et d'aide à la décision qui doivent être développées. Alors donc, comment est-ce qu'on travaille? Ben, on a depuis 10-15 ans déployé un data warehouse, donc un entrepôt de données cliniques qui nous permet de faire facilement les liens finalement dans toutes les applications déployées dans le dossier patient. Et donc, vous allez voir qu'on a repris à peu près toutes les composantes que Philippe a énoncées en termes de déploiement du dossier patient. Et l'idée, c'est effectivement d'avoir l'historisation de ces données, ce qui n'est pas toujours le cas en production, de pouvoir faire les liens que nous souhaitons entre
toutes les données possibles sans entraver la production et donc permettre la prise en charge correcte du patient et l'utilisation du dossier patient sans contrainte finalement. Et donc, nous vivons à côté avec ce data warehouse qui est rechargé tous les jours et pour lequel nous avons des données pour presque 2 millions de patients maintenant, puisque nous sommes remontés dans des historiques assez lointains avec le début des données enregistrées en 2002, je vais dire, lors des premières mises en place du dossier patient. Alors, j'ai dit qu'il y avait 2 objectifs, c'est la mise à disposition de données, donc c'est vraiment de l'extraction pure du data warehouse pour rendre disponible l'information à tout qui le souhaite, dans le cadre RGPD évidemment qui sera décrit par Guylaine. Et donc, pour un hôpital comme le nôtre, on répond environ à 400 demandes, je vais dire, de mise à disposition de données. Alors, dans quel cadre? Vous voyez ici qu'en tant qu'hôpital universitaire, effectivement, on a 60% de ces données qui correspondent à des demandes liées à de la recherche, des mémoires, doctorats. Et puis le reste, c'est plutôt des questions organisationnelles, donc amélioration des processus, pas mal de données sur la vaccination des patients en Covid, etc. Et donc, pardon, voilà. Bon, là, j'ai fait un petit focus sur le nombre de données liées aux demandes Covid, puisque bon, c'est un intérêt d'actualité, un sujet d'actualité, donc qui intéresse tout le monde. Donc, rien que sur le Covid, on a répondu l'année dernière à 83 demandes. La moitié portait sur des projets de recherche et puis alors l'aide à l'identification des patients qui étaient prioritairement vaccinés parce qu'ils avaient des facteurs de risque notamment. Et puis alors, on répond aussi à une centaine d'analyses médico-économiques qui vont plus relever de données financières ou d'évaluation de gains dans certains secteurs d'activité, etc. Ce n'est pas tellement le sujet d'aujourd'hui. Je vais reprendre alors ici 2-3 exemples d'exploitation de données. Donc, ce qu'on fournit en termes de mise à disposition de données, ça va de recherches très simples, des médecins qui souhaitent identifier une liste de patients qui ont des mots-clés au travers de tous les dossiers patients et eux-mêmes vont faire assez classiquement leur revue de dossier. Après, on a des projets beaucoup plus larges, par exemple la base de données Covid. Donc, quand la première vague Covid est arrivée, effectivement, il y a eu une émulation en termes de recherche ici à l'hôpital. Et l'idée, c'était de pouvoir mettre à disposition d'un ensemble de chercheurs, voilà, donc une trentaine de chercheurs médecins, une base de données commune, minimale, qu'on pouvait développer alors par la suite selon les projets spécifiques de chacun, mais que chacun puisse en tout cas disposer d'un minimum de données hebdomadaires, remises à jour donc toutes les semaines, et dans lesquelles on retrouvait les patients Covid avec leurs caractéristiques en termes d'âge, de sexe, de facteurs de risque, les symptômes présents à l'admission, les différents traitements survenus en cours d'hospitalisation, leur valeur de biologie, et alors le trajet de soins, s'ils étaient passés ou non aux soins intensifs, ventilés, sous ECMO et autres. Et donc, c'est vrai qu'on est assez fiers, je vais dire, de voir que cette base de données a pu permettre, en tout cas, plus d'une dizaine de publications. Et donc, à notre échelle, on a pu participer aussi à la recherche sur le Covid. Après, on a des projets plus complexes, par exemple de mise à disposition de données vers l'extérieur. Et là, j'ai choisi un projet particulier qui s'appelle Insight Trinetics, qui est un projet financé par les firmes pharmaceutiques qui effectivement souhaitent pouvoir soulever plusieurs contraintes liées à la mise en place des essais cliniques et notamment celle
d'identifier au mieux les protocoles de recherche qui leur permettraient en fait d'avoir le potentiel de recrutement de patients le plus cohérent et le plus efficace et efficient pour eux. Donc, c'est vrai que pour eux, définir à l'aveugle des protocoles de recherche, parfois induit qu'ils vont, de facto, exclure certaines catégories de patients sans se rendre compte, en fait, du volume que ça peut représenter sur, l'ensemble de leur recrutement. Et donc l'idée, c'était de pouvoir, effectivement tester ces protocoles, au travers ici où je vous ai fait une petite capture d'écran, de leur, cohort builder et donc de voir si, le fait, d'exclure les patients avec insuffisance, rénale chronique, diminuait drastiquement leur population sur base de données réelles issues des hôpitaux. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir, dans le respect du RGPD donc décrit par Guylaine, d'avoir mis à disposition un ensemble de données cliniques assez fines, donc à l'échelle de chaque patient, sur des serveurs CHU pour lequel Insight vient installer localement une application de requête en fait. Et donc, eux formulent leurs requêtes sur leur plateforme centrale et finalement interrogent alors les données qui ne quittent jamais le CHU et renvoient finalement un nombre de données agrégées pour autant que le nombre soit suffisant pour être identifié. Et donc, l'idée, c'est effectivement, dans le respect de la confidentialité des données de nos patients, pouvoir quand même répondre aux enjeux des essais cliniques et de la recherche. Donc, comment est-ce que, à notre échelle, nous estimons avoir pu, quels sont les principaux facteurs finalement facilitant le fait de pouvoir valoriser nos données médicales? Tout d'abord, c'est évidemment notre expérience du DPI. Philippe vous a décrit un dossier patient informatisé qui était largement développé dans toutes ses composantes, qui repose sur un identifiant patient unique et donc qui permet effectivement facilement de faire tous les liens entre les données de biologie, les données d'imagerie ou du dossier infirmier, et donc qui est largement utilisé dans l'hôpital. Personne ne fonctionne en dehors d'Omnipro au sein de l'institution. Alors, juste un petit mot quand même sur le paramétrage de ce dossier. Et donc, de cet enjeu et des questions qui peuvent facilement tourner autour de: doit-on paramétrer un maximum de données structurées pour faciliter leur réutilisation par la suite? Ou au contraire, les médecins, on sait qu'ils aiment les textes libres et donc pouvoir écrire ce qu'ils souhaitent de manière non structurée dans le dossier. Il ne faut pas oublier que le dossier patient informatisé, il est là avant tout pour prendre en charge le patient au moment où il se présente à l'hôpital. Et donc, vouloir tout structurer n'est pas forcément optimal en termes de prise en charge. Et du coup, nous, on a des exemples de projets où une ultra-structuration des données fait qu'in fine, ça ne correspond pas c'est pas ergonomique, je vais dire, au moment où le patient est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les données ne sont pas complétées. Donc, trouver un juste équilibre entre les deux me paraît la meilleure solution. Alors, on a cette chance d'avoir pu développer assez tôt un data warehouse et pour lequel finalement les rôles sont bien établis entre une équipe IT qui est chez nous l'équipe BI qui va construire, maintenir, mettre à jour ce data warehouse et donc effectivement s'assurer qu'on ait le data warehouse le plus performant possible. Et puis une équipe dédicacée d'analystes qui est là pour son exploitation, qui connaît du coup l'ensemble des sources de données, qui peut avoir la meilleure vue sur ses avantages, ses biais, ses limites. Et c'est vrai que pour nous, il est particulièrement important que les analystes aient une formation scientifique
SBIM, psychologue ou santé publique pour finalement pouvoir interpréter et au mieux évaluer le besoin des médecins ou des chercheurs pour, en termes de besoin de données médicales. Et puis alors, chez nous, ce qui a particulièrement bien fonctionné, c'est cette synergie continue entre l'équipe BI et les analystes, ce qui permet effectivement une communication et un dialogue aisé et donc qui permet continuellement à ce Data Warehouse de rester dynamique. Et encore aujourd'hui, on continue à intégrer des données dans le Data Warehouse de manière continue à chaque fois qu'une source de données est mise en place ou qu'une nouvelle application est mise en place au CHU. Je vais finir avec cette dernière dia. Donc, on a au CHU un large data warehouse clinique qui est disponible avec un historique conséquent et donc on a énormément de données qui peuvent être mises à disposition par une équipe experte qui connaît bien son dossier, qui connaît bien le flux de données et qui peut renseigner et aiguiller au mieux finalement les personnes qui ont besoin de données cliniques. On a autour de cette data warehouse et de cette équipe, enfin une équipe qui est particulièrement attentive à la politique RGPD, elle est bien définie et établie avec Guylaine. Et donc ça, je pense que c'est aussi un enjeu déterminant pour la mise en confiance finalement de l'utilisation de ces données. Alors, quels sont nos enjeux à venir? Effectivement, c'est de pouvoir structurer au mieux et identifier correctement tous les facteurs de risque, diabète, insuffisance chronique, insuffisance donc pulmonaire, insuffisance rénale, pour pouvoir encore aller un peu plus loin. Et donc, pour ce faire, ça va aussi passer par le fait que nous devons trouver un bon outil de NLP ou tout autre moyen qui nous permettrait en fait de restructurer l'ensemble de l'information qui est pour le moment récoltée de manière non structurée dans le dossier patient informatisé. Donc, je pense que nous sommes prêts et matures et qu'on a un haut potentiel pour le machine learning. Et donc là, voilà, je lance des bouteilles à la mer. Et donc, c'est vrai que notre envie et notre souhait, c'est de pouvoir tester des solutions, d'abord sur le data warehouse et surtout tester des solutions qui, en fait, pourraient utiliser l'information de manière croisée. Et donc, notre envie est de pouvoir non plus, par exemple, rester sur du machine learning qui utiliserait que les données d'imagerie, parce que ça, c'est déjà des solutions qui sont mises en production dans notre dossier patient informatisé. Mais l'idée, c'est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut créer du machine learning sur des données de biologie en croisant des données médicales et des données peut-être du dossier infirmier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour à tous. En tant que déléguée à la protection des données, je vais vous présenter mon exposé qui sera axé sur le thème suivant, les hôpitaux académiques face aux enjeux de la digitalisation, tout en gardant bien évidemment en vue la valeur des données médicales. Et mon approche se fera sous l'angle de la protection des données. Et j'aborderai les points suivants. D'abord, ma problématique est la suivante. Donc, on l'a vu avec Jessica et le professeur Cole que les hôpitaux sont des gestionnaires importants de données, d'un volume considérable de données. Mais ces données sont des données qui sont particulièrement sensibles et elles méritent une attention particulière. Alors, dans ce contexte, quelles sont les mesures de sécurité et de protection à mettre en œuvre par l'hôpital afin de protéger ces données de manière adéquate? C'est une première question. Et comment garantir, d'une part, la protection des données relatives aux patients dont il a la charge, tout en participant d'autre part à des projets porteurs? C'est la question que se posent les hôpitaux académiques. Alors, au cours de cette présentation, j'aborderai brièvement le contexte académique, la définition de données médicales, d'abord celles qui sont consignées dans le dossier patient, les données médicales au sens du RGPD et ensuite leurs conditions d'utilisation. J'aborderai ensuite les mesures de protection mises en place par les hôpitaux, concrètement, les mécanismes qui sont activés. Et ensuite, pour conclure, la participation des hôpitaux académiques au développement des nouvelles technologies basées sur l'intelligence artificielle. Voilà.
Donc, le contexte académique en Belgique. Il y a 7 hôpitaux académiques en Belgique, le CHU de Liège, Erasme, les cliniques universitaires Saint-Luc, l'UZ Bruxelles, l'UZ Leuven, Ghent et Anvers. Ces hôpitaux sont réunis depuis 1998 pour former la Conférence des hôpitaux académiques de Belgique, que l'on nomme CHAB. Donc, en plus de soutenir les hôpitaux dans le cadre de leur mission, les hôpitaux réunis dans la CHAB manifestent une volonté commune qui est celle de délivrer des informations vérifiées en matière d'innovation dans les soins et des nouvelles technologies, mais également de proposer une interprétation commune et concertée du règlement général sur la protection des données afin d'aboutir à un code de conduite dans le secteur des soins de santé. Les chiffres clés de l'activité du CHU, je ne vais pas repasser dessus, mais simplement ces chiffres et ceux énumérés par Jessica démontrent effectivement l'importance du volume de données traitées par les hôpitaux qui ont le gabarit d'hôpitaux académiques. Les données médicales consignées dans le dossier patient informatisé. Afin de mener donc leurs activités hospitalières, les hôpitaux collectent et gèrent un volume considérable de données et gèrent toutes les données pertinentes et nécessaires à la prise en charge des patients par les services des soins médicaux, infirmiers et paramédicaux, la gestion de leurs dossiers administratifs et sociaux et la gestion de la continuité des soins. Les données qui sont consignées dans le dossier patient constituent une obligation légale définie et fondée par différents textes légaux, la loi sur les hôpitaux du 7 août 87, coordonnée par l'arrêté royal du 10 juillet 2008, l'arrêté royal du 3 mai 1999 qui détermine spécifiquement quelles données doivent être consignées dans le dossier patient, la loi relative aux droits du patient et la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé de 2019, dont l'article 33 est déjà d'application et qui énumère également le contenu du dossier patient. Alors, Jessica vous a énuméré les dossiers, je ne vais pas revenir dessus. Donc, il s'agit de données médicales stricto sensu, l'anamnèse, les données de consultation, etc. Donc, des données structurées et non structurées. Alors, en quoi consistent maintenant les données médicales au sens du RGPD? Les données médicales sont des données à caractère personnel, c'est-à-dire que ce sont des informations ou des groupements d'informations qui identifient ou rendent identifiable une personne physique, en l'occurrence la personne concernée par le traitement, et le patient, c'est-à-dire toute personne à qui des soins sont dispensés à sa demande ou non. Pour rappel, le règlement général sur la protection des données est en vigueur depuis 2016 et d'application 2018, et son objectif est d'harmoniser le cadre juridique pour ce qui concerne la protection des données. Et un des sous-objectifs est de renforcer la confiance du citoyen européen dans le développement de l'économie européenne, dans le développement de l'économie fondée sur les données. Et il s'applique de manière unifiée à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Par traitement, je vais utiliser souvent le terme traitement tout au long de cet exposé. Il faut entendre non pas le traitement thérapeutique, bien entendu, mais le traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire tout processus qui vise une finalité spécifique et qui, pour ce faire, nécessite la collecte et l'utilisation de données à caractère personnel. Le RGPD définit explicitement ce qu'est une donnée de santé. Il s'agit du considérant 35 et de l'article 15. Qui propose la définition suivante. Il s'agit de l'ensemble des données se rapportant à l'état de santé d'une personne concernée, y compris la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé physique ou mental passé, présent ou futur de la personne concernée. Donc, le RGPD offre une vision relativement large de ce qu'est une donnée de santé. Il n'est pas nécessaire que la donnée soit un diagnostic, un traitement ou un résultat de biologie pour être considérée comme donnée de santé. Le simple fait que l'on puisse déduire de l'information sur l'état de santé de la personne concernée suffit. Donc, par exemple, une prise de rendez-vous régulière dans un service tel que le service de diabétologie, c'est à considérer comme des données de santé, étant donné qu'on peut déduire l'état de santé du patient.
Il s'agit donc d'une notion large et entre dans cette notion 3 catégories de données. Des données de santé par nature, comme on l'a vu, les données de santé stricto sensu, mais également les données qui, du fait de leur croisement avec d'autres données, deviennent des données de santé, comme le croisement de la tension avec la mesure de l'effort, également celles qui deviennent des données de santé en raison de leur destination. Les habitudes de vie, les assuétudes, quand elles sont traitées dans un contexte hospitalier, constituent effectivement des données médicales. Alors, les données médicales étant par essence de nature et caractère personnel, elles doivent être utilisées conformément aux principes de protection des données. Également, leur traitement doit reposer sur un fondement juridique. Quels sont les principes de protection des données? Je vais les passer en revue brièvement. Il s'agit du principe de loyauté et de transparence. Cela signifie que les personnes concernées doivent savoir ce qui est fait de leurs données. La licéité du traitement, cela signifie que pour utiliser les données, il faut qu'elles reposent sur un fondement juridique valable, et le RGPD en liste 6, il n'y en a pas plus que 6, le consentement, l'obligation légale, et là c'est le fondement juridique qui permet la collecte des données de santé et leur enregistrement dans des pays. L'exécution d'un contrat, c'est le fondement juridique, par exemple, qui est utilisé dans le cadre de la gestion de la facturation, où les données de santé et relatives aux prestations de soins sont utilisées pour établir la facturation. La sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, c'est le fondement juridique utilisé pour la collecte des données d'un patient admis aux urgences, par exemple. L'exécution d'une mission d'intérêt public, c'est ce qui permet d'utiliser les données dans le cadre de la recherche scientifique et les intérêts légitimes du responsable de traitement. Les données de santé et les données de manière générale relatives aux patients ne peuvent être utilisées que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, en proportion, c'est-à-dire que ne peuvent être collectées que les données pertinentes, non excessives et en adéquation avec la finalité poursuivie. Et les données de santé ont une durée de conservation qui est légalement définie de 30 à 50 ans pour les données médicales à compter du dernier contact du patient avec l'hôpital. Et les données doivent être utilisées dans des conditions de sécurité qui garantissent leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité. Alors, il n'y a pas que ces conditions qui s'appliquent pour le traitement des données médicales, parce qu'effectivement, le RGPD confère aux données de santé une valeur singulière en raison de des risques qui peuvent peser sur les droits et libertés des personnes concernées. Ces données de santé font partie des catégories particulières de données, dont vous voyez la liste énumérée ici en dessous des catégories particulières de données, donc données génétiques, biométriques, de santé, données révélant l'origine ethnique, politique, tout ça, ce sont des données particulières au sens du RGPD, dont l'utilisation peut occasionner des risques pour les personnes concernées. Ces risques, cela peut être de la discrimination, un dommage économique ou social, une atteinte à la réputation, une atteinte à l'intégrité, une perte de confidentialité, une suppression non autorisée de la pseudonymisation. Étant donné ces risques potentiels, ces traitements sont interdits, sauf si ils sont exécutés dans des conditions spécifiques. Et là encore, ces conditions sont limitées par le RGPD. Et l'hôpital, dans le cas de ces activités hospitalières, se trouve effectivement dans une de ces conditions spécifiques, qui est celle de l'intérêt public et l'activité de médecine préventive, d'établissement de diagnostics médicaux, de gestion des systèmes et des services des soins de santé. Alors, le RGPD est contraignant. Si les conditions d'utilisation des données ne sont pas respectées, il y a des sanctions qui peuvent être une suspension ou une interdiction d'utiliser les données. Les amendes peuvent être également prononcées, des amendes pécuniaires qui peuvent s'élever de 10 à 20 millions d'euros ou de 2 à 4% du chiffre d'affaires.
En conséquence, donc, le secteur des soins de santé est hautement réglementé et soumis à des normes de protection et de sécurité strictes. Il est donc nécessaire de mettre en place donc, des mécanismes de protection adéquats durant tout le cycle de vie des données, du stockage, donc de leur collecte, du stockage de ces données, de leur communication et de leur destruction, mais plutôt de leur conservation dans des formes adéquates. Alors, l'accountability, au sens du RGPD, désigne l'obligation pour les organismes qui traitent de données à caractère personnel de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données. Et ce principe l'exercice de ce principe revient à l'hôpital, qui est considéré comme le responsable de traitement dans le cadre des activités hospitalières. Et c'est à lui que revient cette responsabilité de mettre en œuvre les mécanismes et de démontrer son respect, sa conformité au respect des règles du RGPD. Et il exerce la pleine responsabilité juridique par rapport à ces mesures de protection. Mais il existe d'autres cas de figure possibles où l'hôpital n'intervient pas en tant que responsable de traitement, il peut intervenir en tant que sous-traitant, c'est-à-dire en tant que fournisseur de données. C'est le rôle défini par les hôpitaux académiques lorsqu'ils fournissent des données dans le cadre des essais cliniques, par exemple. L'hôpital peut également être responsable conjoint, c'est-à-dire qu'il partage la responsabilité du traitement des données avec d'autres sites dans le cadre d'études multisites lorsqu'il participe au protocole de l'étude et qu'il collecte et analyse des données. Mais quel que soit le contexte, l'hôpital demeure quand même garant de la protection des données des patients dont il a la charge et à ce titre, il doit connaître et maîtriser les traitements des données qu'il met en œuvre. Alors, les traitements de données personnelles relatives aux patients, dans leur quasi-totalité, sont gérés par des applications informatiques institutionnelles, c'est-à-dire des applications qui sont gérées de manière centralisée par le département informatique de l'hôpital et qui répondent chacune à des exigences fonctionnelles et métiers spécifiques. Par exemple, la gestion de l'administration des patients, la gestion de la facturation, la gestion des laboratoires, des rendez-vous, du brancardage. Chacune de ces applications doit être documentée dans le registre des activités de traitement et chacune de ces applications doit être connue et maîtrisée. Avec l'évolution des technologies informatiques et l'accroissement des échanges, le risque par rapport à l'utilisation des données augmente également. En termes de risque, il y a les accès non autorisés, la communication, la modification, la perte ou la destruction accidentelle, interdite ou illicite de données. Alors, pour contrecarrer ces risques d'atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, il y a lieu de mettre en place des mesures de sécurité, de protection appropriées. Les facteurs à prendre en considération dans l'établissement de ces mesures sont les suivants. Ils sont définis par le RGPD. C'est l'état des connaissances techniques, les coûts de mise en œuvre, la nature des données, la portée, le contexte et les finalités du traitement, les risques dont le degré de probabilité de gravité varie pour les droits et libertés des personnes concernées. Dans la mesure où les données médicales servent à l'établissement d'un diagnostic, d'une décision thérapeutique, de la prescription et l'administration de produits pharmaceutiques, il est primordial que ces données soient accessibles et exactes à tout moment, qu'elles soient intègres et que la confidentialité soit assurée. En effet, une atteinte à l'intégrité, à la disponibilité ou à la confidentialité des données peut avoir des conséquences néfastes sur les patients. Supposons qu'à la suite d'un piratage, des données de biologie nécessaires à l'administration d'une chimiothérapie soient altérées. Eh bien, si les données sont modifiées en des données invalides, elles ne seront pas utilisées de manière correcte et cette utilisation de données invalides pourrait engendrer potentiellement des erreurs, des dysfonctionnements et il y aura comme conséquence une altération du bon déroulement du traitement thérapeutique du patient, par exemple.
Afin de pallier ces risques liés à une perte d'intégrité, de disponibilité, de confidentialité, et de diminuer leur vraisemblance et de minimiser les impacts sur la personne concernée, sur le patient, il est nécessaire de mettre des mesures bien spécifiques en place, donc des mesures de sécurité technique et organisationnelle. Et là, le RGPD n'impose pas une politique de type risque zéro, mais impose de mettre en place les mesures suffisantes pour que le risque résiduel soit acceptable pour le patient. Alors, en termes de mesures, pour garantir l'intégrité et la disponibilité, l'hôpital doit notamment mettre en œuvre la sécurité des serveurs avec des installations de mise à jour critiques, de garantir le système des attaques par la mise en place d'antivirus, de pare-feu, de mettre en place un système de traçage et de gestion des incidents, de sauvegarde régulière avec des procédures de récupération des données qui doivent être testées. La sécurité du réseau interne informatique doit être garantie, le réseau interne doit être cloisonné. Il doit y avoir une gestion des habilitations par rapport aux personnes qui travaillent à l'hôpital, aux agents. Il doit y avoir une gestion des habilitations selon le principe du moindre privilège selon lequel donc une personne ne peut avoir accès aux données donc une personne ne peut avoir aux données seulement nécessaire à sa fonction, pour l'exercice de sa fonction. Il y a une signature de la charte informatique et un contrôle des accès a posteriori du dossier patient informatisé. Et ces mesures se basent sur le référentiel de la norme ISO 27001, donc système de management de la sécurité de l'information. Et la norme ISO 27001 était effectivement la norme prônée par les pouvoirs publics belges et européens pour les organismes classés parmi les opérateurs de services essentiels, lesquels doivent garantir un niveau de sécurité élevé. Alors, des mesures de protection doivent également être mises en place lors du partage des données médicales. Effectivement, les données médicales ne fonctionnent pas en vase clos. Différentes catégories de destinataires externes peuvent légitimement recevoir communication des données. Et les contextes sont les suivants. Par exemple, dans la continuité des soins, les prestataires externes ou les structures d'aval ou d'autres hôpitaux peuvent recevoir communication de certaines données pour la continuité des soins. Les organismes publics peuvent également recevoir communication des données. Cette communication se base sur une obligation légale. Les données peuvent être communiquées à la demande du patient. Elles peuvent être également partagées dans le cadre de la recherche scientifique. Cela peut concerner des essais cliniques, des recherches prospectives ou la constitution de bases de données rétrospectives. Également dans le cadre de la sous-traitance, des accès aux données peuvent avoir lieu. Dans le cas de la sous-traitance, par exemple, l'hôpital peut recourir à des prestataires externes, notamment pour le transport médical non urgent, pour la distribution de courriers ou de prélèvements, également pour faire appel à des développeurs logiciels. Ce sont des contextes dans lesquels les données peuvent être partagées. Des mesures bien spécifiques doivent être mises en œuvre pour que ce partage ait lieu conformément aux exigences du RGPD. Ces mesures sont les suivantes. Évaluation de la qualification des parties prenantes. Il faut savoir quelle partie joue quel rôle, donc responsable, sous-traitance, responsabilité conjointe. Des contrats doivent être conclus. En fonction du partage, il y a différents types de contrats qui s'appliquent et à chaque contrat doit être associé des dispositions qui protègent les données et qui met à charge du responsable de traitement et du sous-traitant des obligations spécifiques. Il doit y avoir également une évaluation de la légitimité de la demande, du partage des données, l'évaluation du niveau de sécurité des prestataires informatiques, la limitation de la communication aux seules données nécessaires et une utilisation de moyens de communication sécurisés. Compte tenu de la valeur essentielle que représentent les données au niveau du dossier patient informatisé, les droits dont disposent les patients s'exercent différemment quand il s'agit des données médicales. Donc ici, vous voyez exposer les différents droits
que le RGPD confère aux patients. Pour ce qui concerne le droit à la rectification, les données doivent être rectifiées ou complétées si et seulement si le médecin constate qu'elles sont inexactes ou incomplètes. Pour ce qui concerne le droit d'effacement, celui-ci ne s'applique pas dans la mesure où les hôpitaux seront soumis à l'obligation légale de conservation des données. Pour ce qui concerne le droit à l'opposition, ce droit ne s'applique pas si le traitement est nécessaire pour des raisons d'intérêt général dans le domaine de la santé publique et si le traitement est effectué sous la supervision d'un professionnel des soins de santé, soumis au secret professionnel. Et pour ce qui concerne les logiciels qui font appel à de l'aide à la décision, ce type de traitement ne peut être envisagé que s'il y a effectivement une validation par un professionnel des soins de santé. Alors, les progrès technologiques actuels ouvrent la voie à des changements dans le fonctionnement même de la pratique clinique et des soins de santé. Dans ce contexte, quelle est la place accordée à l'innovation technologique? Pour rappel, donc, une intelligence artificielle est un programme informatique capable de s'adapter à une situation qu'il n'a jamais rencontrée. Il existe deux types d'apprentissage, donc l'apprentissage supervisé sur la base d'exemples et l'apprentissage par renforcement qui fonctionne sur base d'action et d'observation afin d'établir la meilleure option pour une situation donnée. L'application de ce type d'apprentissage à la médecine est prometteur. Les hôpitaux académiques ont l'opportunité actuellement de participer au développement de ce type de projet en raison du volume des données qu'ils traitent, de la qualité de leurs données et du développement de leur infrastructure. Comme l'illustre ce schéma, le bénéfice que représente l'intelligence artificielle au niveau des soins de santé est multiple. Il peut s'agir de l'amélioration des soins et de la prise en charge des patients, de l'optimisation de la gestion de l'hôpital, de l'amélioration des flux de patients et de matériel, de la réduction des coûts et de la mobilisation des ressources humaines. Alors, il existe deux cas de figure dans lesquels les données médicales peuvent être utilisées. Soit les données médicales sont utilisées par des intelligences artificielles, bon, par des logiciels d'aide à la décision pour directement fournir des soins, donc dans le contexte thérapeutique, ou alors il s'agit d'une utilisation secondaire des données médicales afin notamment de développer et de faire des tests d'algorithmes. Pour ce qui concerne le premier cas de figure, il existe actuellement sur le marché différentes applications d'aide à la décision pour le dépistage, par exemple, de crises d'épilepsie ou de la gestion des plaies, de dépistage de maladies oculaires. Toutes ces applications donc, qui offrent une aide à la décision fonctionnent en mode SaaS. Cela signifie qu'il y a une externalisation de services. Certains services ne sont plus maîtrisés par l'hôpital, mais sont exécutés par le prestataire de services dans un environnement cloud. Et ces services sont les suivants en mode SaaS, la gestion des applications, des bases de données, des serveurs physiques, du stockage, des réseaux, des bases de données, des applications. Les hôpitaux académiques donc, ont estimé qu'il était nécessaire de prévoir des conditions dans lesquelles cette externalisation pouvait être possible. Quelles sont justement ces conditions? Il faut qu'il y ait une adéquation des prestataires de services aux exigences de sécurité de l'hôpital. Les niveaux de service doivent être garantis pour les activités essentielles d'un hôpital et notamment garantir une haute disponibilité et une garantie sur l'intégrité des données. La sécurité doit être prise en compte dans le cahier spécial des charges et les contrats. Et lorsque l'acquisition d'un logiciel est en vue, il est nécessaire que le plan d'assurance sécurité soit rempli par le prestataire de service. Il s'agit, donc ce plan d'assurance sécurité est un formulaire qui se présente sous la forme d'audit par lequel le prestataire de service peut expliquer concrètement les mesures qu'il prend par rapport à la sécurité, notamment quelles sont les mesures de chiffrement qu'il prend, quelles sont la traçabilité prévue au niveau des actions,
Est-ce que les données sont cloisonnées? Est-ce qu'il y a effectivement une restitution des données dans un format standard si le contrat s'achève? Il faut également qu'il se prononce sur ces procédures en termes de gestion des incidents et gestion des violations de données. Et en termes de conditions, la dernière est importante aussi, celle de garantir que les données soient hébergées dans un cloud européen, ou en tout cas dans des serveurs qui sont situés en Europe par un hébergeur agréé données de santé. Donc, le deuxième contexte d'utilisation, c'est celui de l'utilisation secondaire des données médicales. Jessica vous en a déjà touché un mot. Il s'agit des données issues de la vie réelle, c'est-à-dire les données qui sont collectées au niveau du DPI, mais que certaines parties externes, comme des firmes pharmaceutiques, souhaitent réutiliser à d'autres fins. Pourquoi? Parce qu'elles présentent un intérêt particulier dans la mesure où elles permettent de générer des preuves issues de la vraie vie. Alors, il s'agit de données vraiment importantes, celles qui sont consignées dans le dossier patient informatisé, parce qu'elles sont vraiment stratégiques et représentent un marché en pleine croissance qui est actuellement valorisé à 4 milliards d'euros. Alors, les firmes pharmaceutiques, les firmes spécialisées en infrastructures informatiques, les développeurs logiciels qui souhaitent exploiter ce type de données ont besoin de disposer d'un volume vraiment important de données. Et donc, ces données doivent provenir de différents sites, de différentes sources, et l'enjeu est d'être en capacité de les regrouper pour les exploiter. Et afin de répondre à ces enjeux et afin de participer à l'innovation, les hôpitaux académiques ont adopté une position commune et proposent l'application de conditions tenant compte des principes de protection dans l'utilisation secondaire des données de la vie réelle. Alors, quelles sont ces conditions? Il faut tout d'abord enregistrer toutes les finalités pour lesquelles les données sont exploitées. Ces données ne peuvent être exploitées que si elles répondent à des objectifs d'intérêt général. Les patients doivent être informés du fait que leurs données sont susceptibles d'être réutilisées dans ce cadre pour le développement et le test d'algorithmes, par exemple. Les patients doivent pouvoir s'opposer à l'utilisation, à la réutilisation de leurs données dans ce cadre. Et il doit y avoir un système de traçage dans les bases de données qui permettent d'enregistrer le choix du patient pour ne libérer que les données des patients qui ne se sont pas opposés à la libération de leurs données. Et d'un point de vue sécurité, une attention particulière doit être accordée au degré d'identification des données. Donc, seules des données déidentifiées selon les normes HIPAA peuvent être utilisées dans ce cadre. Et les hôpitaux académiques considéreront dans la plupart des cas des données pseudonymisées. Donc, les hôpitaux académiques considéreront toujours les données déidentifiées comme des données pseudonymisées et non anonymisées pour qu'elles restent bien dans le champ d'application du règlement européen et que les règles de protection s'appliquent. Parce qu'effectivement, les risques de réidentification sont possibles étant donné que les firmes qui souhaitent utiliser les données de la vie réelle sont susceptibles de combiner différents jeux de données et cela peut mener à des regroupements de bases de données et à des possibilités de réidentification des données. Et un autre point d'attention en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, c'est le type d'infrastructure qui peut être développé pour l'utilisation de ce type de données, et c'est celui que Jessica vous a exposé tout à l'heure, où là, on garantit bien que l'hôpital garde la maîtrise des données, que seules les données agrégées peuvent sortir de l'hôpital avec un niveau d'agrégation suffisant et que les firmes ne peuvent avoir accès aux données pseudonymisées que si elles restent bien à l'intérieur de l'environnement informatique de l'hôpital. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. Dans la mise en balance des intérêts des patients, le droit à la santé prévaut
évidemment sur le droit à la protection des données, mais toutefois les mesures de protection imposées par le RGPD contribuent à l'exactitude des données médicales et à leur disponibilité, ce qui est une condition sine qua non à des soins de qualité. Le secteur des soins de santé est en constante évolution, et particulièrement dans le contexte actuel. En effet, le contexte actuel sanitaire, avec notamment la pandémie liée au Covid, a démontré la nécessité de développer la médecine à distance et d'améliorer les trajets de soins, d'évoluer vers une médecine personnalisée. Cette évolution suppose le recours à de nouvelles technologies. Les hôpitaux académiques se sont alignés pour rédiger ensemble des lignes directrices à respecter dans le cadre donc, de leur participation à ces projets innovants. Et ces lignes directrices et ces conditions sont les suivantes. Donc, un examen au cas par cas de demande, une infrastructure IT adéquate pour ces projets innovants, des attentes, donc le sondage des patients pour savoir quelles sont leurs attentes raisonnables et l'utilisation des données médicales exclusivement dans l'intérêt général.